Avant la riposte, la réponse. L'Union européenne, par la voix de son commissaire au commerce, assure aujourd'hui travailler de bonne foi pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis, fondé sur le respect et non sur les menaces mises au point au lendemain de la nouvelle menace de Donald Trump d'assommer les Européens de droits de douane de 50% dès le 1er juin, c'est dans 8 jours. Tout le monde veut conclure un accord. Je suis sûr que maintenant l'Union européenne veut vraiment conclure un accord. Ils ne le font pas correctement, ils ne s'y prennent pas correctement. Il y avait des restrictions contre nous pour vendre des voitures à l'Union européenne, ce qui n'est pas agréable. Et je viens de dire qu'il est temps que le jeu se joue à ma façon. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Newsbox. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'Europe. Ça tombe bien. Parlons de la réponse européenne à cette nouvelle menace de Trump. Elle n'est pas un peu molle, là, pour l'instant, quand même? Non, ce n'est pas le moment de montrer de la fébrilité. Il y a des négociations en cours avec un objectif très clair qui est d'obtenir une désescalade et au fond de revenir à la situation qu'on avait avant ces guerres commerciales et ces tarifs qui sont parfaitement illégitimes. Alors là, vous l'avez cité, le commissaire Šefčovič mène une négociation avec Washington. Il y a une suspension des droits de douane, des tarifs pour l'instant. Fondamentalement, déjà, il faut rappeler, ces tarifs, ces droits de douane qu'impose l'administration américaine, c'est une taxe sur le consommateur américain, sur les entreprises américaines, sur la croissance des États-Unis. Et on voit aujourd'hui les marchés obligataires, on voit les révisions de croissance à la baisse aux États-Unis, l'impact que c'est en train d'avoir. Bon. Vous dites que les négociations sont en cours. Non, c'est pas ce que dit Trump. Pour lui, c'est terminé. C'est plié. On verra. L'Union européenne, en revanche, elle a les moyens de répondre. Et donc, elle a les moyens d'assumer. Quand vous dites on verra, attendez, quand vous dites on verra, le compte à rebours est lancé. C'est dans 8 jours qu'il compte mettre sa menace à exécution. Mais précisément, c'est pour ça que l'Union européenne, on a une négociation de bonne foi, comme l'a dit le commissaire, pour obtenir une désescalade. Nous avons les moyens de répondre. Alors, je vais décrire un petit peu. Il y a un premier paquet de réponses aux droits sur l'acier et l'aluminium de plus de 20 milliards d'euros qui a été adopté, qui a été pour l'instant suspendu par l'Union européenne le temps d'avoir la négociation. La Commission européenne a proposé un deuxième paquet sur les biens américains importés en Europe de l'ordre de 95 milliards d'euros que l'on pourrait taxer, qui est en ce moment en train d'être examiné par les États membres, qui pourrait être adopté s'il y a des droits de douane américains qui reviennent en effet. Et après, on pourra aller plus loin parce que vous savez, quand vous attendez de voir s'il met sa menace à exécution et ensuite vous direz réciprocité, nous aussi 50% sur les produits américains. Le but, encore une fois, c'est de négocier pour obtenir une désescalade et pour pouvoir revenir à la situation normale où on peut avoir des relations commerciales avec les États-Unis. Mais encore une fois, l'Union européenne... Mais là, le dialogue, il est rompu depuis hier. L'Union européenne, ce n'est pas le moment d'être fébrile. Moi, je crois à ce que disent les Britanniques, keep calm and carry on. Mais en revanche, une négociation, elle s'appuie sur un rapport de force. Et nous avons les instruments pour nous faire respecter, pas pour nous faire marcher dessus. Est-ce qu'il ne faut pas faire de Trump? Ce que l'administration Trump nous reproche, c'est de dire qu'il y a un déséquilibre commercial sur les biens. Déjà, c'est faux, il n'est pas du tout lié à du protectionnisme de l'Union européenne, il est lié à un modèle américain de consommation et donc fondamentalement fondé sur la demande intérieure. C'est pour ça qu'il y a des déficits aux États-Unis. Et puis ça ne compte pas aussi les services, comme le numérique par exemple, alors que les Européens sont consommateurs de services. Et donc on a aussi des instruments pour aller plus loin que la seule riposte sur les biens américains. Vous savez, on a beaucoup parlé dans le débat ces derniers mois du fameux instrument anti-coercition qui a été développé par l'Union européenne ces dernières années, précisément pour pouvoir assumer des rapports de force commerciaux et pas attendre des procédures interminables au niveau de l'OMC, qui nous permettraient de taxer les services numériques américains, de barrer l'accès à un certain nombre de marchés publics, de pouvoir saisir les licences, la propriété. Vous n'espérez pas en arriver là? C'est ce que je crois personne n'espère en arriver là, mais la présidente de la Commission européenne... Sauf que les États-Unis, et Trump plus particulièrement, n'hésite pas, il y va. Ursula von der Leyen avait dit très clairement, la veille du début des négociations, que ça faisait partie des options, des instruments qui étaient sur la table, encore une fois, en cas d'échec. Donc, on va se faire respecter, on défend nos intérêts, on mène une négociation dans laquelle il ne faut pas être fébrile, on conserve notre unité. Les Chinois se font mieux respecter que nous, quand même, pour l'instant. Mais pourquoi vous dites ça? Ils ont gagné, parce que c'est factuel, ils ont remporté le bras de fer pour l'instant, quand nous sommes encore en train de nous demander à quelle sauce on va se faire manger par les États-Unis. Mais ce que l'administration Trump, c'est totalement faux. Ce que l'administration Trump ce que l'administration Trump est en train de dire, c'est qu'il trouve que les Européens sont trop durs dans la négociation. Je voudrais quand même vous rappeler ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a ces déclarations. Donc moi, je dis,
on ne fait pas preuve de fébrilité. L'objectif, c'est Et pas surtout, on ne répond pas tout de suite à chaud, quoi. C'est ça L'objectif, ce n'est pas ni de se lancer dans une escalade, ni d'être dans le commentaire, mais d'obtenir, encore une fois, ce qu'on veut, c'est la levée de ces droits de douane et de faire en sorte que ça ne devienne pas une sorte de nouvelle normalité qui s'imposerait dans la relation entre les États-Unis et l'Europe. Ce serait parfaitement illégitime. Nous avons les instruments pour répondre le cas échéant. C'est comme ça qu'on établit un rapport de force. À la fois Et que dites-vous aux à la fois entreprises sur les françaises biens et qui frémissent là depuis, voire plus, depuis hier, se disent mais si ça se trouve dans 8 jours, c'est la catastrophe pour nous. Mais vous savez que depuis le début, nous justement, on accompagne dans un dialogue les entreprises françaises. Moi, je leur dis que quand vous voyez l'incertitude, le climat d'incertitude et de révision de croissance à la baisse qui est en ce moment aux États-Unis, l'incertitude économique, l'incertitude juridique, je pense que c'est peut-être pas le moment de se précipiter pour aller investir aux États-Unis. Au contraire, je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce qui se passe aux États-Unis. Et après, l'autre volet, parce que là, on est en train d'essayer de savoir ce que va faire ou pas faire l'administration Trump, mais concentrons-nous aussi sur nous-mêmes. Les entreprises françaises, européennes, elles nous parlent aussi de l'inflation de normes en Europe, des barrières qui existent encore sur le marché intérieur européen, des complexités administratives et bureaucratiques. Et là, on a un travail à faire, et c'est ce qu'on est en train de mener et qu'on exige de la part de la Commission européenne, de simplification de nos normes et de nos textes au niveau européen, de lever des différentes barrières J'ai l'impression qu'on l'entend tout le temps. L'opération, simplification, trop de normes. Mais quand est-ce que ça change vraiment? L'Europe doit accélérer sa transformation. C'est la banquière Ariane de Rothschild qui le dit aujourd'hui dans un entretien au Figaro. Mais quand? Comment? Il y a urgence. C'est précisément ce que nous, on est en train de porter. La Commission européenne, par exemple, dans les dernières semaines, a mis une pause, suspendu l'application de certains textes, comme la CSRD, la CS3D. C'est des textes qui demandent aux entreprises un certain nombre de données, d'indicateurs, de reporting sur les données environnementales qui sont très complexes. Parfois, c'est des milliers d'indicateurs, d'aller demander sur toute la chaîne de valeur, la chaîne de production, auprès des sous-traitants. Nous, on a demandé précisément à la Commission européenne de mettre une pause, de suspendre. Ça a été fait sur plusieurs années, pour pouvoir un peu ouvrir le capot et regarder en profondeur ce qu'on peut réviser, ce qu'on peut simplifier. Donc on est en train de faire ce travail précisément de simplification drastique. Qui va prendre combien de temps qui est en train de se faire en ce moment, et les textes seront réadoptés dans les prochaines semaines, précisément pour pouvoir... alors, ils ont été repoussés d'1 an ou de 2 ans, et là, ils sont en train d'être simplifiés pour réduire le nombre d'indicateurs, pour réduire les effets de seuil, pour en exclure un grand nombre de PME qui n'ont pas les mêmes moyens que des grands groupes internationaux, précisément pour pouvoir aller remplir tous ces indicateurs. Puis après, il faudra aller plus loin. Parce que l'objectif, c'est que les entreprises européennes investissent ou réinvestissent en Europe. Là, aujourd'hui, bon nombre d'entre elles se sentent empêchées. Aujourd'hui, vous avez... C'est ça le concret. Je vais vous donner un chiffre là-dessus, vous avez raison. Aujourd'hui, vous avez 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui franchit l'Atlantique tous les ans pour aller financer les startups, les boîtes américaines, les marchés de capitaux. Alors qu'on a, nous, des pépites dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, dans la transition verte. On a énormément d'acteurs qui, précisément, ont besoin de financement, mais qui disent on ne trouve pas les financements et on a encore du mal à pouvoir se développer au niveau européen, alors qu'on a un grand marché unique de 450 millions d'individus, mais encore les différents cadres bancaires, assurantiels, pas le même droit des affaires d'un pays à un autre, pas la même fiscalité. Et c'est là qu'il faut aller plus loin. Mais vraiment, on a une fenêtre de tir, je pense, une opportunité. Il faut voir ce moment comme une opportunité. Justement. Pour la compétitivité, pour la force de l'Union européenne. Une fenêtre de tir dans la prochaine année pour accélérer. Quand on est sous pression, il faut accélérer, il faut être audacieux, réformer pour précisément aligner nos systèmes sur le droit des affaires. C'est ce qu'on propose en ce moment dans nos négociations avec la Commission européenne pour faire l'union des marchés de capitaux, des sujets qu'on repousse depuis des années. Mais là, aujourd'hui, il y a une convergence et il y a un sentiment d'urgence. On le voit. Vous êtes à 2 doigts de remercier Trump. Ariane de Rothschild, dans le Figaro, elle dit Donald Trump rend un grand service à l'Europe en la forçant à sortir de sa léthargie. Elle exhorte les Européens à changer d'état d'esprit pour s'adapter à la nouvelle donne mondiale. Moi, je fais mien ces propos. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que Trump est aussi, à certains égards, parfois un révélateur de nos insuffisances, de nos faiblesses, mais il doit être une opportunité précisément pour accélérer. Pour accélérer dans la voie de l'Europe puissance sur la défense, c'est ce qu'on fait. Tous les pays européens sont en train d'augmenter leur budget de défense et on a... C'est qu'une affaire de simplification. Et pour la première fois, on a des avancées sur la coopération industrielle sur les questions de défense. Là, le plan qui a été annoncé par la Commission européenne, on a fini cette semaine la négociation d'un grand emprunt européen, 150 milliards d'euros, qui viendra financer les entreprises, les États qui investissent dans des domaines où aujourd'hui on a des dépendances vis-à-vis des États-Unis, précisément pour réduire nos dépendances. Dans les drones, dans le cyber, dans les frappes en profondeur, dans le satellite, quand on voit le rôle que joue Starlink en Ukraine. Et puis après, il faut aussi qu'on ait ce volet sur l'économie.
pour approfondir notre marché unique, pour simplifier nos textes, pour avoir une union des marchés de capitaux qui fait que toute l'épargne aujourd'hui qui est dormante, mal investie ou qui part aux États-Unis, eh bien, elle vient financer nos besoins d'investissement dans la tech, dans la transition verte, dans la défense. On a là une opportunité pour vraiment émerger en tant que puissance, pour défendre nos intérêts, pour soutenir la compétitivité de nos entreprises. Donc il y a la réponse très ferme, très claire qu'on doit avoir face aux menaces protectionnistes. Et en même temps, concentrons-nous sur nous-mêmes aussi et voyons ce moment comme une opportunité pour l'Europe. Puisque vous employez le mot protectionnisme, en fait c'est ça l'avenir proche? C'est chacun son protectionnisme? Moi, je ne crois pas au protectionnisme. Qui se renferment des deux côtés de l'Atlantique. Regardez, l'histoire nous montre, quand on voit les années 30, quand il y a eu justement des guerres protectionnistes et ce type de barrières douanières, que ça n'a été dans l'intérêt de personne et que ça a d'ailleurs aussi nourri les nationalismes et les tensions entre les pays. Moi, je n'y crois pas. Et il suffit de voir encore une fois les résultats économiques aux États-Unis. Il y a des révisions de croissance à la baisse, il y a des entreprises qui tirent la langue. C'est une taxe sur les consommateurs américains. En revanche, il ne faut pas être naïf. Le risque, c'est le perdant-perdant. Pas que le perdant d'un côté. Mais c'est toujours perdant-perdant. En revanche, il ne faut pas être naïf et donc il faut être capable, d'avoir les instruments pour pouvoir défendre ses intérêts et les rapports de force. Et en revanche, il y a certains domaines où on doit être capable de défendre nos industries et notre autonomie stratégique. Dans la défense, dans les domaines des infrastructures critiques, dans les domaines de certains matériaux. C'est aussi la conclusion qu'on a tirée des crises de ces dernières années, comme celle de Covid. On a vu là la façon dont on s'était rendu dépendant dans certains domaines, dans le domaine des médicaments, par exemple, d'autres acteurs. Et donc c'est là, ça c'est tout l'agenda aussi qu'on pousse au niveau européen depuis des années avec le président de la République. Et on va se le dire, à un moment on était un peu seul en 2017 quand on parlait de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique. Aujourd'hui on voit nos partenaires et nos voisins qui nous rejoignent, sous la pression américaine, sous aussi l'agression de la Russie face à l'Ukraine et la menace que fait peser la Russie contre toutes les démocraties européennes. L'actualité nous amène régulièrement à nous poser la question de la souveraineté. Bien sûr, il y a les paroles et puis il y a ce sentiment d'urgence, ce sentiment d'urgence aujourd'hui, qui est suivi d'actes, qui est suivi d'actes dans la défense, qui est suivi d'actes aujourd'hui dans ce qu'on est en train de faire dans la simplification. On a un nouveau chancelier allemand avec qui on travaille beaucoup, qui le lendemain de son élection dit l'Europe doit être plus indépendante des États-Unis. Ça, c'était tabou. C'est le retour du couple franco-allemand ? Non seulement le couple franco-allemand, mais je crois qu'il y a un moteur qui va au-delà de ça. Le triangle de Weimar avec les Polonais. Il y a une convergence aujourd'hui qu'on voit avec beaucoup d'acteurs européens. Les Allemands aujourd'hui qui reconnaissent aussi l'importance que doit avoir le nucléaire pour l'autonomie énergétique de notre continent. Ça, c'était un sujet sur lequel on avait des accords ces dernières années. Et aujourd'hui, on voit bien que si on veut avoir une Union européenne qui dépend moins des autres pour son énergie, elle doit investir massivement dans les renouvelables et dans le nucléaire. Voilà aussi des sujets sur lesquels on est en train d'avancer. Merci Trump, vraiment. Il faut le voir comme ça, c'est le verre à moitié plein. C'est ce que vous dites. Moi, je suis très stoïcien. Je crois qu'il faut toujours se focaliser sur ce qu'on contrôle et voir l'extérieur comme une forme de données neutre. Donc là, encore une fois, on a une fenêtre de tir pour les Européens. Donc passons moins de temps à commenter, plus de temps à agir. Merci Benjamin Haddad.